Bonsoir à tous, les informations de ce mercredi 9 octobre. Quel avenir pour le miel alsacien face à la disparition des abeilles? Les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme et appellent à une grande mobilisation le 22 octobre. Un peu d'histoire, vous découvrirez l'enceinte médiévale de Sainte-Madeleine restaurée. Le mur a été refait à neuf. Et pour finir, si vous avez envie de partir en vacances, de nouvelles lignes sont proposées depuis l'aéroport de Strasbourg, direction Barcelone ou les îles Canaries, à vous de choisir. Mais pour commencer, le procès de Anne Baldins et Patrick Franck n'a finalement pas eu lieu. On vous les présentait hier, les charges contre eux sont donc abandonnées. Les deux militants du groupe ANV COP21 de Mulhouse avaient décroché en mars dernier le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie de Wittelsheim. Le procès n'a donc pas eu lieu, mais le procureur peut reconvoquer les deux anciens prévenus pour un autre motif. En attendant, tous deux continuent de dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique notamment. Un point sur les municipales maintenant, à 5 mois du premier tour. Les candidatures se précisent. Samedi, Jeanne Barséguian a été désignée tête de liste du groupe des Verts, Strasbourg Écolo et Citoyenne. Du côté des Républicains, c'est Jean-Philippe Vetter qui a été nommé hier par la Commission nationale d'investiture du parti. Pour eux, les années se suivent et se ressemblent. Il s'agit des apiculteurs. Entre perte de ruches, froid et canicule, 2019 est une année noire pour eux. Seules 10 000 tonnes de miel devraient être produites en France. C'est 3 fois moins qu'il y a 25 ans. En Alsace, les apiculteurs annoncent une production largement en baisse. Seul un quart de leur miel arrivera sur nos étals. Nous sommes allés les rencontrer. C'est aussi faible. C'est un nucléaire que j'ai fait assez tardivement. On va espérer qu'il passe l'hiver. Qu'elle passe l'hiver, c'est tout ce que Claude espère pour ses abeilles. Ici, du côté du pays de Hanau, ce passionné prend soin de 80 ruches. Mais cette année, les pertes sont considérables. Déjà, niveau printemps, il faisait très froid pendant longtemps. Après, les ruches, elles étaient belles. Par contre, il y avait un grand manque de nourriture. Et puis, il y a eu la canicule. D'abord froid, puis trop chaud. On a eu des pertes de ruches qui sont mortes de faim. Cet automne, ça m'inquiète un peu parce qu'il faisait encore trop sec en septembre. Ils n'arrivaient pas à trouver trop de pollen, pas d'humidité. Et donc les abeilles avaient beaucoup de mal pour trouver nectar et pollen. Donc on n'a pas eu un bon développement pour passer un hiver serein. Il y a des années comme ça, j'espère qu'il n'y en a pas une deuxième ou une troisième qui suit, parce que sinon le miel en Alsace il va faire se raréfier d'une façon brutale. Claude produisait en moyenne 45 kg de miel par an, mais cette année, il ne pourra en vendre que 12 kg maximum. Comme lui, 98% des 4000 apiculteurs alsaciens ne sont pas des professionnels. Pour ces amoureux des abeilles, la situation se tend. Cette année, 10% au moins des sapins et des épicéas sont morts dans le massif, 25% des hêtres dans le Jura. Donc effectivement, la sécheresse récurrente, plus les montées en température caniculaires, nous laissent augurer le pire. Est-ce qu'il sera temps de mettre en place dans les massifs des arbres qui pourront fournir du miela et du nectar, c'est la grande question. Quant au milieu agricole, ils vont être obligés forcément de s'adapter au réchauffement climatique. Et il est probable que on voie apparaître de nouvelles cultures dans notre région, avec peut-être de nouveaux miels à la clé. Y aura-t-il bientôt des cultures de lavande dans nos campagnes alsaciennes? Rien n'est moins sûr. Une certitude, en revanche, la présence des apiculteurs devant le Parlement européen le 22 octobre. L'objectif, demander une politique agricole juste et respectueuse de l'environnement. Et en plus des apiculteurs, une quarantaine d'associations sont également appelées à participer. Nouvelle étape dans la construction du grand contournement ouest. Le premier tronçon de 150 mètres a été posé sur le viaduc de Vendenheim. Les travaux vont encore durer plusieurs mois. Sur place, ce matin, une vingtaine de militants anti-GCO étaient présents pour manifester leur opposition au projet. Gilles Kunz. Vous ne le voyez sûrement pas, mais cette structure imposante gagne mètre par mètre. C'était ce matin un moment symbolique pour le chantier du futur contournement ouest de Strasbourg, avec la mise en place du premier tronçon du viaduc de Vendenheim. Ce viaduc est constitué d'une charpente métallique qui a été montée sur cette plateforme où on se trouve. Et donc aujourd'hui, avec un système de treuil, nous allons lancer cette charpente métallique sur les appuis du futur viaduc. La charpente pèse plus de 400 tonnes, mesure 150 mètres et avance de 40 mètres par heure.
Son objectif, atteindre la deuxième rangée de piles posée derrière le canal de la Marne au Rhin. Il faut vous imaginer que l'ouvrage est posé sur des équipements spécifiques en métal, surélevé d'une plaque de téflon. Donc le téflon, c'est un matériau très glissant. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va glisser le pont sur un matériau glissant. Et derrière, pour que ça glisse, on utilise tout simplement du savon. Donc le pont est accroché à son extrémité arrière à un treuil qui permet de tirer le pont en avant. Donc en fait, vous ne faites que tirer un bout de métal sur du savon. Une vingtaine de personnes étaient mobilisées pour cette première opération. Les prochaines phases vont s'enchaîner. Le viaduc de Vendenheim, d'une longueur totale de 450 mètres, devrait être complètement terminé fin 2020. Barcelone, Marrakech, Palma de Majorque et les îles Canaries, voilà les 4 nouvelles destinations proposées par la compagnie aérienne Volotea au départ de Strasbourg. Implantée dans la capitale alsacienne depuis 2015, Volotea y réalise 10% de son trafic. Avec ses 19 destinations, elle est la première compagnie de l'aéroport d'Ensheim. Pour 2020, le transporteur espagnol augmentera de 7% le nombre de places disponibles au départ de sa base alsacienne. On écoute Pierre-Francesco Cariono au micro de Adrien Labi. La démonstration, effectivement, qu'on est une compagnie vraiment de Strasbourg sont les résultats. Cet été, on a transporté vraiment jusqu'à le début plus que 400 000 personnes avec des taux de remplissage de 94%. Et ça sont vraiment la démonstration que Volotea est vraiment un acteur de l'économie locale et tous les clients ils sont vraiment beaucoup de confiance avec nous. Pourquoi ça marche? C'est vraiment le dynamisme de la ville, le dynamisme de la région qui fait ces résultats exceptionnels et nous qui continuons effectivement d'investir et à contribuer au dynamisme et à l'attractivité de la ville. Vous êtes sûrement passé devant sans le remarquer, caché par la végétation et endommagé par les siècles, des rénovations s'imposaient. Le mur d'enceinte de Sainte-Madeleine est l'un des plus vieux vestiges de Strasbourg. Trace du Moyen-Âge, ce mur témoigne de l'histoire de la capitale alsacienne. Il a nécessité plus d'1 an de travaux de restauration. Plus d'explications avec Camille Roland. Dans le centre de Strasbourg se cachent quelques traces de l'époque médiévale. Place Sainte-Madeleine, une portion de mur d'enceinte reste l'un des rares vestiges du 3e agrandissement de la fortification de la ville, construite entre 1220 et 1250. Il y a d'abord eu le castrum romain, une deuxième enceinte qui s'est fait plutôt au nord et cette troisième enceinte au sud. Ici, on voit une portion assez complète et assez haute. Il faut savoir que seule la partie basse est médiévale du XIIIe siècle, la partie haute est plus moderne. On appelle moderne une période qui, à partir du XVIe siècle environ. Et on retrouve à l'arrière de cette partie-là les créneaux médiévaux qui ont été mis en valeur. Ils servaient à la défense de la ville. À l'extérieur, il y avait des fossés et on n'était plus dans la ville de Strasbourg, on était à l'extérieur dans la campagne. Il s'agit d'une construction de briques pourvue de larges merlons et d'un chemin de ronde. On peut y trouver également une arche aménagée en 1913, sculptée de rosettes de style Renaissance, issue de la démolition de l'hôtel de Ratshaushausen. Après un siècle sans restauration, la végétation commençait à envahir le mur et les briques à tomber. Alors la ville a lancé des travaux de rénovation en juillet 2018. On a commencé par faire un diagnostic complet du mur, vérifier quelles étaient les parties les plus anciennes, quelles étaient les parties qui pouvaient être conservées, puisque tout n'a pas pu être conservé. On a essayé de purger à minima et de remplacer les parties manquantes par des briques faites main, artisanales. Un des enjeux du projet était de restituer toute la longueur du mur, puisque avant les travaux, les bâtiments étaient enduits jusqu'au sol. Et donc on avait l'impression de voir quelques portions de mur, alors que maintenant on lit une ligne complète. Le mur, long de 139 mètres et épais de 170 cm, traverse ainsi la ville. Au fur et à mesure des siècles, des bâtiments se sont adossés aux remparts, se servant du mur comme soubassement, comme le foyer et le lycée voisin. L'enceinte a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 13 juin 1929. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne.
Une superbe réalisation alsacienne mise en valeur par le site Sputnik News. À 2 pas de la place Rouge à Moscou, le grand orgue de la salle Zariadier est de conception alsacienne et il est monumental. C'est l'entreprise Mühlhausen d'Eschaux qui a réalisé ce chef-d'œuvre de 5739 tuyaux, dont seules 2 rangées de 135 tuyaux sont visibles. Accorder un tel instrument va prendre plusieurs mois. Le concert inaugural est prévu en février 2020.